Et on passe à la prochaine communication qui s'intitule « Le massif du Grand Salève, un pluvium des eaux belles, origine, transfert et protection des eaux ». Elle est présentée par Gérard Nicou. Gérard Nicou est un hydrogéologue agréé en matière d'eau et de santé publique pour le département, enseignant-chercheur au laboratoire Editem de l'Université de Savoie. Il a développé les thèmes de recherche suivants: géologie, géomorphologie et hydrogéologie des formations superficielles en zone de montagne et impact des activités humaines sur les ressources en eau en zone de montagne, alimentation, assainissement. Les co-auteurs de cette communication sont Jacques Bouvard et Isabelle Châtillier du service eau assainissement d'Annemasse-Aglo, Éric Dur, syndicat mixte du Salève, Pierre Francillard, chef de projet de la gestion globale de l'eau à Terractem, Antoine Rouillon, directeur de la Société d'économie alpestre, et Ludovic Savoie, hydrogéologue à Genève. Avant de donner la parole à Gérard Nicou, je souhaite souligner l'apport des spéléologues et les membres du Spéléoclub d'Annemasse et la Société spéléologique genevoise pour la connaissance du Salève souterrain. Et je renouvelle un vœu, une exposition à la Maison du Salève sur le monde souterrain. Voilà. Et je donne la parole à Gérard Nicou. Voilà. Bonjour à tous. Écoute, j'ai été désigné pour parler au nom de quelques collègues qui ont beaucoup œuvré pour parler d'un patrimoine naturel dont on parle rarement, qui est l'eau souterraine. Et en fait, le Salève, sa richesse, c'est d'abord l'eau souterraine. Alors, je n'ai fait en tant qu'hydrogéologue agréé que récupérer des données qui m'ont été fournies pour essayer de comprendre l'origine des eaux souterraines des eaux belles et à partir de là, déterminer la protection de ces eaux. On m'a dit, c'est celui-là qui avance. Voilà. Donc géographiquement, je ne m'arrêterai pas puisqu'on en a déjà beaucoup parlé. Vous connaissez donc ce grand Salève et vous devez regarder principalement la source des eaux belles, qui est ici. Donc on va essayer de comprendre d'où vient cette eau pour pouvoir mieux protéger son bassin versant. La géologie, nous en avons beaucoup parlé, mais moi j'ai besoin de quelques éléments de cette géologie, à savoir les données stratigraphiques dont on vous a parlé. Et en fait, on va retenir 3 terrains: les calcaires de l'Urgonien, le Crétacé inférieur que vous avez ici, qui sont très largement affleurants, mais qui auront peu de rôle hydrogéologique concernant les eaux belles. Vous avez dessous une formation qui, elle, est en vert clair ici, qu'on voit très largement affleurer vers le haut. C'est là où il y a les alpages. Ce sont des marnes calcaires. C'est une couche qui est censée être imperméable, d'une centaine de mètres d'épaisseur. Elle est censée être imperméable, et donc d'isoler l'eau qui serait contenue éventuellement dans l'Urgonien. Et puis dessous, celle qui nous intéresse vraiment, c'est là où il y avait plusieurs plages qui ont été magnifiquement décrites. Vous avez ces formations du Crétacé inférieur qu'on va appeler Berriasien, Valanginien, qui sont donc ici en vert foncé, qu'on va voir très largement érodés et bien apparaître dans le secteur de Montier. Et c'est ça, ce sont ces couches-là qui sont l'aquifère des eaux belles. Donc, c'est là-dedans qu'on va regarder comment ces eaux se déplacent. La géologie, alors ça, elle est dépassée, puisqu'on vient de vous démontrer que dans le détail, le flanc ici est beaucoup plus perturbé qu'on l'imaginait au départ. Mais tout ça, c'est très intéressant pour l'hydrogéologie, puisque on va revenir dans quelques secondes. Voilà. Donc ces coupes-là, ça nous dit qu'on a une grande structure anticlinale, dissymétrique, faillée, tout ça, vous l'avez été dit.
Longitudinalement, donc ça c'est je reprends les travaux qui m'ont été fournis, hein, et ça c'est Léa Durand qui a tenté une coupe longitudinale. Donc notre aquifère valanginien, il forme une tête anticlinale, que vous avez vu, et ce qui est intéressant pour l'eau souterraine, c'est que ces calcaires du valanginien plongent vers le nord. Il y a un abaissement axial vers le nord, donc vous voyez tout de suite qu'on sait où va aller l'eau, globalement. L'examen de la surface nous montre beaucoup de formations classiques, des gouffres, des dolines, des grands circuits, des grands réseaux souterrains, des grands boyaux, des zones de lapier. Donc tout ça va se retrouver sur ce secteur du Grand Salève. Donc ça témoigne de formations solubles, karstifiées, avec des grands trous qui ont affecté la surface. Donc autant de secteurs où l'eau va pouvoir s'infiltrer. Donc l'analyse des débits à la source des Aubelles témoigne vraiment de cette origine karstique, c'est-à-dire avec des grands boyaux qui transmettent l'eau et quelques failles et fissures qui vont l'emmagasiner. Mais dans le Salève, les gros diamètres sont très importants. Ce qui fait que quand il pleut, vous avez un pic de débit et rapidement, quand il fait un peu sec, vous avez une baisse des niveaux d'eau. Il n'y a pas un réservoir avec beaucoup de vides qui contiennent l'eau. Les vides sont trop grands pour la retenir. C'est pour ça que vous avez ces grandes variations d'eau qui vont quasiment de 30 litres seconde jusqu'à 700 litres seconde. Donc vous voyez que ça veut dire qu'il y a beaucoup de vides. Ce qui est intéressant et ce qui est dommageable pour l'eau souterraine, c'est que à chaque fois, ces variations de débit s'accompagnent de variations de turbidité de l'eau. C'est notre grand problème, c'est-à-dire que l'eau va transporter des matières en suspension. Ces matières en suspension vont gêner le traitement de l'eau. Parce que l'eau, naturellement, n'est pas potable, il faut donc la traiter. Et si vous mettez des masques, des matières en suspension qui protègent les virus et les autres microbes, vous aurez des problèmes pour traiter. Donc, ce qui est intéressant là, c'est de voir cette turbidité qui, au cours d'épisodes, là c'est pendant un mois, chaque épisode de crue transporte sa turbidité. La norme de potabilité, c'est 1. Pendant un mois et demi, l'eau n'est pas naturellement potable, il faut absolument la traiter physiquement, c'est-à-dire qu'il faut déjà enlever la turbidité, puis ensuite détruire les éventuelles bactéries qu'on peut trouver. Donc, tout ça résulte de l'aspect karstique de l'eau souterraine des Aubelles. Alors, ce premier travail étant donné, on va mesurer des directions d'écoulement, des temps de transfert. Ça, c'est un travail qui a été réalisé par les spéléos et j'ai repris dans ceux qui ont fait le travail détaillé, M. Savoie et son bureau d'études. Voilà. Alors, ça, pour moi, l'hydrogéologue, ça me dit que, quand vous êtes ici, le colorant va ressortir ici. Quand vous êtes là, il va ressortir là. Oui, tout ça ressort vers les Aubelles. Chaque fois, les injections ont été faites soit dans des dolines, des trous qu'on voit en surface, ou parfois dans des gouffres, et ainsi de suite. Donc, on voit, grâce à ce travail, point de départ, point d'arrivée, on sait quelle est l'extension du bassin versant souterrain. Les flèches, ce sont des flèches, point de départ, point d'arrivée. Ce n'est pas le trajet de l'eau, ce n'est pas la trajectoire de l'eau. Mais on sait que quand on fait pipi ici, ça va ressortir là en tant de temps. C'est ça qui nous intéresse. Et à partir de cet important travail
qui a révolutionné un peu l'hydrogéologie, c'est-à-dire qu'avant on se contentait de dire que c'était ça le bassin versant. On sait aujourd'hui que c'est tout ça. Comme on sait que tout ce qui est là, ça va à la source de la Doua au Pont de la Caille. À noter des sources de versants qui sont exploitées par les communes, vous voyez qu'elles n'ont jamais été affectées par ces traçages. Ces sources-là, on verra, sortent au contact de la molasse, de l'urgonien de la molasse. Alors que tous ces traçages, eh bien, vont communiquer avec l'aquifère valanginien, celui de dessous. Quelques résultats de traçage qui font pression sur l'eau souterraine, si on peut dire. Voici, quand vous êtes dans la partie aval, encore une fois, je me trompe. Quand vous êtes dans la partie aval, vous voyez qu'un traçage va mettre quelques heures, un jour pour arriver. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand vous mettez 1 kilo d'un produit dans un trou, eh bien, ici, la restitution est de 100%. C'est-à-dire qu'on récupère tout ce qu'on a mis, que ça ne va pas ailleurs. Et enfin, que le milieu souterrain n'a piégé 0 gramme du produit, comme elle piégerait 0 bactéries, aucun pouvoir épurateur. Eh bien, on voit que la restitution est beaucoup plus faible, elle est 20-25% du produit injecté pendant le temps de mesure. Ça veut dire que le milieu, les fissures du milieu vont freiner l'écoulement, vont retenir une partie du traceur. Donc ça, ce sont des zones qui sont très sensibles, vous voyez bien. Là, celles-là, elles sont très sensibles aussi, parce qu'on va retrouver rapidement le produit, mais on ne va pas l'avoir en totalité. Le milieu va un peu freiner, si je puis dire, et bloquer des pollutions. Alors, le schéma hydrogéologique, je l'ai pris sur des dessins qui m'ont été fournis, mais il faut bien sûr le réajuster par ce qui nous a été dit avant. Alors, voilà comment j'ai considéré l'impluvium, le Grand Salève, comme impluvium des eaux du Valanginien. Donc, le Valanginien, c'est celui-là. C'est ça. On sait, on vient de nous montrer, mais ça, vous le savez un peu par l'hydro, mais là, on a eu la démonstration, que cette couche ne continue pas comme ça jusqu'au fin fond de la Terre. C'est faillé, hein, c'est cassé. Ça veut dire que l'eau souterraine qui va s'infiltrer là-dedans ne va pas pouvoir descendre comme ça, c'est pas possible. De toute façon, s'il n'y a pas de point de sortie, elle ne peut pas sortir. Mais tectoniquement, géologiquement, il n'y a pas de continuité. Alors, l'eau de cet aquifère valanginien, dont on sait qu'ici il y a beaucoup de gros tuyaux, eh bien, s'infiltre directement là où les calcaires affleurent, les calcaires valanginiens, vert foncé, qu'on a vu tout à l'heure. Là, l'eau de pluie s'infiltre, de neige s'infiltre là où il y a des dolines, et là c'est toute la zone de l'eau triviale des alpages qu'on a vu, là, avec toutes ces dolines, là où les traçages ont été faits. Donc cette couche-là est effondrée parce que les effondrements proviennent du valanginien. Et puis, une partie, dans certains secteurs, l'urgonien est lui-même affecté par les effondrements qui sont là-dedans. Pour faire un trou ici, il faut un vide là-dessous. Et ça, tout ça, c'est le bassin versant, l'impluvium des eaux belles du Valanginien. Quant aux sources du versant, contre les molasses, dont on vous a décrit récemment, juste avant, leur position. Les molasses sont imperméables. Donc l'eau ne va pas pouvoir descendre comme ça et remonter comme ça. Ça ne marche pas. Par contre, l'eau de l'urgonien, là où l'urgonien n'est pas affecté de dolines, eh bien, elle va rester là et l'eau va sortir au contact des molasses. Donc la problématique que j'ai rencontrée, c'est de définir la limite exacte entre ce qui va dans le valanginien et ce qui sort dans les petites sources du versant. Donc, moi, je dois mettre un trait. Donc, si je prends un parapluie, je vais le mettre là, enfin ici. Si je prends un parasol, je le mets là. Je vais dire,
Ben ça, c'est aussi bien pour ces sources-là que pour le Valanginier. Donc c'est ce qui va un peu induire les moyens à mettre en œuvre. En tout cas, voilà. Voilà la zone d'infiltration, comment ça s'infiltre. Directement à travers le Valanginien et à travers l'Urgonien, là où il est faillé et karstifié, affecté par les effondrements du Valanginien. Encore une minute. Oula. Alors, la carte de La carte de vulnérabilité nous montre qu'ici, 56 heures, quelques jours, vous êtes ici. Donc le périmètre de protection rapproché va tenir compte de tout le Grand Salève. Même là où il y a quelques doutes avec les sources du versant. Voici quelques vitesses. 100 mètres à l'heure, 70 mètres à l'heure. Donc vous voyez que ça va vite. Plus vite qu'à pied. Une étude a été réalisée par le syndicat d'économie mixte sur l'occupation du site du Salève. Donc vous connaissez les zones habitées, les zones boisées, et puis beaucoup de zones pâturées ou fauchées. Les activités sur le Salève, eh bien vous allez retrouver l'habitat permanent, groupé, souvent, mais aussi isolé, le tourisme, les pâturages, les alpages, les circuits pédestres ou motorisés. Donc beaucoup de facteurs de pollution sur le Salève. Alors pour protéger ces eaux, eh bien on va d'abord lutter contre la turbidité. Tous les éléments qui amènent des matières en suspension dans l'eau vont être limités. Alors dans le désordre, ça va être les conduites du pâturage. Nous avons beaucoup de bêtes sur le territoire. On sait qu'elles amènent de la pollution bactériologique, mais elles amènent aussi des piétinements, des ruissellements, de la turbidité, qu'on va trouver soit dans les zones trop pâturées, soit au niveau des abreuvoirs. D'où la nécessité d'améliorer tout ça. Bien sûr, pour lutter contre les produits chimiques, ça va aller aussi bien des hydrocarbures qu'aux phytosanitaires. Tout ça va être interdit. On va devoir protéger les zones de dolines où l'eau s'infiltre et rejoint le milieu souterrain. Donc, on va protéger des mares naturelles. Bien sûr, en protégeant ces mares naturelles, on fait le jeu de la biodiversité. On va aider nos collègues de la faune et de la flore. Donc, ça va nous amener à créer d'autres sites. Pour essayer de protéger cela, on va donc en créer d'autres pour l'abreuvement du bétail. On va maîtriser tant bien que mal tout ce qui est cause d'érosion des sols, en particulier les véhicules tout-terrain, autres circulations. On va donc obliger les voies à grande circulation à être goudronnées. On va créer des toilettes sèches sur les grands points de rencontre. Pour cela, on s'appuie sur les gens déjà en place et très actifs, l'association foncière pastorale, par exemple, qui va fédérer toutes les activités pastorales. On va s'appuyer, et ça c'est ce qui se met en place et c'est fantastique, c'est que tous ceux qui consomment de l'eau souterraine issue du Salève, qu'elle soit des eaux aux aubelles ou latéralement, tous ces gens-là vont s'associer pour gérer la protection de ces eaux-là. Je vous remercie. Je répondrai à vos questions. Est-ce que vous avez des questions ? Juste apporter une information très récente, parce qu'elle date de la plus ancienne de 3 semaines. Nous sommes descendus dans le gouffre de Bellevue, et il y a 3 semaines, la rivière souterraine était à l'étiage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'eau. Il y a eu une pluie, c'était le samedi, il y a eu une pluie le samedi-dimanche. Le mardi, le niveau était monté de 6 mètres. Le week-end d'après, nous sommes redescendus. À ce moment-là, la rivière était encore active, mais elle n'avait que 50 cm d'eau. Le week-end dernier, donc, il a plu. L'eau est montée de 4,5 mètres.
et des spéléos qui sont descendus hier ont trouvé à nouveau 40 cm. C'est ce que vous disiez, que la perméabilité du Salève est énorme et que chaque petit événement atmosphérique se retrouve pratiquement instantanément dans le réseau. Je voulais savoir si vous avez noté un effet du changement climatique, parce que dans vos premiers graphes, les débits d'étiage ont l'air de s'écrouler entre la première date et la dernière date. Si vous voulez repasser le premier graphe. Voilà. Oui, celui qui est à gauche. Changement climatique. Là, c'est 2009-2012. Donc, c'est pas des grandes limites, parce que c'est très difficile de mesurer les débits. Parce qu'on parle beaucoup, mais on a rarement des mesures. Faire des mesures, ça prend des années et des années. Donc, c'est compliqué. Non, c'est vraiment le karst évolué. Le gouffre dont vous parlez est un peu une sorte de cheminée d'équilibre. C'est-à-dire que l'eau du Val Anginien, quand les tuyaux du Val Anginien sont saturés d'eau, l'eau elle remonte en équilibre, elle va jusqu'à la limite de l'Urgonien. C'est comme un piézomètre, c'est-à-dire un niveau de mise en charge. Voilà. En tout cas, ça montre bien que tout le Salève doit être protégé vis-à-vis des eaux souterraines. Voilà. Une dernière question. Oui, s'il vous plaît, je suis intéressé par le débit des eaux aux Aubelles. Je pensais qu'il y avait un lac, mais mes amis spéléos m'ont toujours dit non. Alors est-ce que vous confirmez, est-ce qu'il y a un lac sous le Salève? Oui. Non, il n'y a pas de lac, si vous voulez. Mais vous pouvez avoir dans les réseaux souterrains des petites plages, des petites baignoires, si vous voulez. Mais non, on ne peut pas avoir de lac. Il faudrait pouvoir... non, il n'y en a pas. Voilà. Bien, merci encore pour cette communication. Je pense qu'on va arrêter là les questions. Si vous en avez